La directrice du musée des Beaux-Arts de Lyon, Sylvie Ramon, avec qui j'ai assuré le commissariat de l'exposition, m'avait en fait demandé au départ une exposition sur l'art de l'après-guerre et sur les rapports entre la France et les États-Unis. Et puis assez rapidement dans les discussions, nous avons convenu que c'était une chose à la fois trop étudiée et trop large pour pouvoir vraiment recommencer à penser aussi l'histoire de l'art de cette période-là. D'où l'idée de travailler sur un champ géographique plus large que celui dont on a l'habitude, en réintégrant l'ensemble de l'Europe et l'ensemble de l'Amérique du Nord, et de restreindre en revanche le champ chronologiquement sur une période qui est une période particulièrement ouverte, qui est cette période qui va de la fin de la guerre, donc 1944-1945, et qui s'arrête à la fin de la décennie, donc c'est en gros 5 ans qui sont couverts, en 1949, qui est un moment où les choses à nouveau se referment complètement. Alors, l'idée de l'exposition était de montrer comment, après la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre d'artistes, plutôt que de continuer à faire ce qu'ils faisaient avant la guerre, ou plutôt que de continuer dans les traces de leurs aînés, étaient partis de l'idée que désormais, il n'était pas possible de faire autre chose que de recommencer à partir de rien. D'où la phrase de l'artiste américain Barnett Newman, repartir à zéro comme si la peinture n'avait jamais existé, et qui disait la nécessité d'une table rase à partir de ce qui s'était passé, et d'une table rase qui affectait profondément les artistes. La première salle de l'exposition est presque une salle manifeste. Elle montre comment un certain nombre d'artistes, de façon indépendante, ont réagi au traumatisme de la guerre en essayant d'en rendre compte de la manière la plus juste possible, dans une volonté qui est une volonté de témoignage, mais une volonté de témoignage paradoxale. On commence avec des œuvres d'un artiste pour le coup très connu, qui est Jean Fautrier, avec une série de tableaux d'otages et de sculptures, qui donc sont le témoignage par Fautrier de la nécessité de passer par la défiguration pour rendre compte des atrocités nazies. Mais immédiatement, on lui associe des œuvres d'un artiste polonais qui est sans doute moins connu en France, qui est Władysław Strzemiński, qui juxtapose des photographies documentaires de la destruction des Juifs d'Europe à des espèces de tracés linéaires plus ou moins abrégés, dans lesquels on reconnaît plus ou moins des éléments de figure, et qui montrent finalement un constat similaire à celui de Fautrier. Et puis on montre aussi avec ça des œuvres d'Olivier Debré, tout jeune artiste à ce moment-là, qui fait également des œuvres qu'il appelle Le mort de Dachau. Et puis une œuvre, et c'est sans doute peut-être encore plus inattendu de ce point de vue-là, une œuvre d'un artiste américain, Frank Lobdell, qui fait un tableau qui est au premier abord complètement abstrait et qui témoigne d'une vision traumatique qu'il a eue en découvrant une grange où les SS avaient brûlé un convoi de déportés à la fin de la guerre. Et cette abstraction est en fait complètement chargée des souvenirs de cette découverte, avec des empreintes de mains brûlées, etc., qui y sont reconnaissables. À partir de 1949, et notamment de la publication d'un grand article par le magazine Life sur Jackson Pollock, qui est titré « Jackson Pollock est-il le plus grand peintre américain vivant ?», on a cette idée d'une promotion d'une école américaine qui se distinguerait fondamentalement de ce qui se passe en Europe. Et en parallèle, on a aussi, en France par exemple, on va mettre en avant un artiste comme Hans Hartung ou un artiste comme Nicolas de Staël, en les associant à ce qu'on va appeler l'école de Paris, et l'école de Paris va devenir exclusive du reste du monde. On a eu tendance très rapidement, à partir des années 50, à raconter l'histoire de la période comme celle d'un transfert du centre de l'art international de Paris à New York, avec même, comme les nationalismes étaient forts, une insistance sur le fait qu'il y aurait eu un vol ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà, il ne s'agit pas de dire que cette idée soit complètement fausse. Jackson Pollock, Mark Rothko, Barnett Newman restent des artistes, à mon sens, absolument majeurs. Et dans l'exposition, ils sont présentés en majesté. Et l'idée était de les confronter à des œuvres majeures d'artistes que l'histoire de l'art a un peu négligés ou a mis de côté, et d'essayer de se poser simplement la question de savoir si ça n'est pas pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire, est-ce que si on met ces choses-là à côté, il n'y en a pas un certain nombre qui ressurgissent également de façon importante.
L'exposition dans sa globalité pose la question du rapport des artistes à une situation historique déterminée. Il y a deux manières de le faire, soit en pensant que les œuvres sont des documents qui rendent compte de l'histoire, soit en pensant que les œuvres ont leur autonomie par rapport à cette histoire. Autonomie ne veut pas dire complète séparation. Penser l'autonomie des œuvres, c'est évidemment prendre un point de vue qui est en partie formaliste, c'est-à-dire penser que les œuvres tiennent elles-mêmes un certain discours qui peut être complexifié, médié par tout un ensemble de choses, mais qui existe bien. Et de ce point de vue-là, la dernière salle de l'exposition est assez emblématique de ma position, puisque sous l'idée de vider, elle montre ensemble trois artistes que je crois on n'a pas spécialement l'habitude de montrer ensemble, qui sont l'américain Barnett Newman, l'italien Lucio Fontana et le français Pierre Soulages, et qui, dans chacun des cas, de façon indépendante, effectivement, propose comme solution à cette idée de la nécessité de la table rase, que ces trois artistes font, encore une fois, je dirais, au même moment et avec la même radicalité, que la solution à cette idée de la table rase, c'est de réduire les moyens d'expression à presque rien. Dans le cas de Fontana, à simplement percer des trous avec un stylet sur un morceau de papier ou sur une toile. Dans le cas de Newman, de laisser traîner son pinceau sur la surface du papier pour produire des espèces de rayures. Dans le cas de Soulages, de simplement laisser traîner son pinceau chargé de brou de noix sur des surfaces de papier ou sur des morceaux de verre pour faire une espèce de signe absolument minimal. Enfin, c'est un vide effectivement de type métaphysique, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'aller chercher un nouvel espace.